Et c'est reparti, bien sûr je ne vais pas vous réimposer un morceau de musique en entier, pardon pour la petite pause, donc je vous rappelle le petit incident, les enfants passent souvent ici, même si c'est plus à la maison, c'est le studio de stream que j'ai choisi. Il y a quelques mètres de la maison pour que les enfants continuent à passer parce que c'est cool, parce qu'ils aiment bien passer voir papa et vous parler dans le micro et vous dire des bêtises, ça c'est cool. Ce qui est moins cool, c'est que j'ai raté ma scène d'alerte enfant préparée par Pépipin, notre graphiste, notre streameuse préférée qui a fait cette jolie scène. J'ai mis ce clic et en fait on a vu la tête de Solal là, qui ne fait pas la taille de Victor Wembanyama mais qui du coup est apparu ici, vous me l'avez confirmé et puis après vous m'avez confirmé, notamment les modos, merci les amis, que certains avaient clippé l'apparition de Solal. Sauf que quand on fait une scène d'alerte enfant pour pas montrer le visage des enfants qui n'ont pas choisi, contrairement à moi, d'exposer mon visage pour les protéger. Donc quand on fait une scène comme ça, vous la voyez quasiment tous les jours dans ce stream, c'est justement pour que le visage des enfants ne circule pas, quoi, pour les protéger. Et certains ont clippé, peut-être pas d'ailleurs en pensant à mal, hein, il n'y a peut-être pas de mauvaises intentions, mais du coup c'est vrai que c'est pas cool. Du coup j'ai cut le stream, je suis allé supprimer le replay qui est plus accessible, et tous les clips qui ont été faits. Voilà. Après, si des gens ont téléchargé sur leur PC en plus les clips, ce qui est assez facile, bon bah du coup c'est parti quoi. Mais bon, voilà, désolé pour la petite coupure. Hop, du coup je refais un peu le cadre, hop, qui est un petit peu large. Alors viens par là toi. C'est pas comme c'est pas là qu'on tourne. J'adore. Ah, on est bien là. Voilà. Bon, on reprend la vue de près, je suis désolé de la petite pause. Je remercie Funti pour le 17e mois. Je remercie Casquette Verte, comment vas-tu? J'espère que ça court. Merci pour le 9e mois d'abonnement. Niwotowa pour le Prime, vous êtes formidable. Let's go. Donc on a streamé donc je crois genre 1h30, 2h. Et ben c'est reparti pour la suite des journaux parce qu'il y a plein de choses sympas. Let's go. On parlait de la violence, hein, l'agression de monsieur Trogneux, le petit-neveu de la première dame de l'épouse du président Macron. Maintenant, parlons de la violence en politique, puisque c'est carrément la une, un dossier de la Croix, violence, ces élus qui sont agressés et ces élus qui tiennent bon. La démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins a remis en lumière le problème de la violence contre les élus. La Croix a interrogé des maires qui ne renoncent pas. C'est un dossier qui est assez intéressant et je remercie Ecusposion pour le soutien et pour le prime lâché à l'instant. La démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, dont on a longuement parlé ici, hein, a remis en lumière le problème de la violence contre les élus qui est en forte hausse en 2022 par rapport à l'année 2021. Cible de l'extrême droite est victime de l'incendie de son domicile. Bon, si vous suivez cette chaîne, vous connaissez l'histoire. L'élu démissionnaire est d'ailleurs reçu aujourd'hui, 1 à Matignon, 2 au Sénat. Le même jour, il se trouve que le gouvernement installe un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus et prépare une loi qui aggrave la sanction contre les agresseurs. Donc il y a un côté préventif et il y a un côté aussi répressif. Salut Cramus31, merci pour le 13e mois, c'est adorable. Face à la violence des élus marqués, tu m'étonnes, hein, mais déterminés, lisons ce papier de la Croix qui est vachement intéressant. Bien des élus constatent que la montée de la violence prend sa source dans la radicalisation de la vie politique elle-même, constate la Croix, et donne quelques exemples d'agressions que des élus ont dû subir les derniers mois. La troisième tentative fut hélas la bonne. En septembre 2022, le cabinet médical d'Emmanuel François est ravagé par les flammes. Ce n'était certainement pas le médecin d'un quartier populaire de Saint-Pierre-des-Corps, Indre-et-Loire, qui était visé. L'enquête est en cours puisqu'il est médecin, donc manifestement ce monsieur. Mais celui qui a pris la tête en 2020 de cette banlieue de Tours, puisque Saint-Pierre-des-Corps, c'est une commune à côté de Tours. Et donc il a vu son cabinet médical ravagé par les flammes. Donc un élu sans étiquette, Emmanuel François, qui a mis fin à 99 ans de communisme municipal, puisque la mairie devait être communiste auparavant, et son mandat, effectivement, manifestement, a commencé dans un climat de grande tension au sein même de sa majorité. Entre Saint-Malo et Dinard, maintenant dans les Côtes-d'Armor, on change de région, paisiblement installée sur les rives de la Rance, la petite cité bretonne de Plouer, 3500 habitants, jouit d'un climat plutôt paisible. Mais pourtant, là aussi c'est tendu. Le nouvel élu d'hiver gauche s'appelle Yann Godet. Fin avril, le maire est menacé de mort par un homme éméché, bon le mec était complètement bourré, qui le pointe avec un fusil pour une histoire de chien errant.
Son acolyte s'est jeté sur lui, sinon je ne sais pas ce qui serait passé, se remémore le maire. Les agressions d'élus racontent toutes des histoires différentes, particulières, mais elles révèlent l'état d'une société marquée par la montée des violences, dont le maire de Saint-Brévin, dont on a beaucoup parlé ici, en est la dernière victime. Au fond de moi, je ne peux m'empêcher de penser qu'il faudra un jour un assassinat. Comme ce qui s'est passé en Écosse avec Jo Cox en 2016, qui était une femme élue, pour que la France prenne vraiment conscience de la situation. C'est ce que dit l'ancien député La République En Marche, Bruno Questel. Alors moi, je ne me rappelle pas tout à fait de cette histoire, on va aller voir d'ailleurs. Qui est cette élue écossaise, Jo Cox? C'est son nom, c'est ça? Jo Cox, qui manifestement a été tué, a été assassiné. Allons voir ça. Je ne me rappelle pas de cette histoire. Et ici, on ne dit pas qu'on sait tout. Au contraire, on ne peut pas tout savoir. Et quand on ne sait pas, eh ben on cherche. Jo Cox. Alors, il y a plusieurs Jo Cox. Ah, il n'y a pas de E, ok. Ouais, je l'ai là. Hélène Joanne Cox, dite Jo Cox. Que s'est-il passé? Donc, femme politique britannique, membre du Parti travailliste, députée à la Chambre des communes à partir de 2015. Elle prend position sur la guerre civile syrienne, mène campagne en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne contre le Brexit et est assassinée en 2016. Moi, je ne connaissais pas l'histoire et je la découvre par un militant d'extrême droite. Son meurtre déclenche une vive émotion au Royaume-Uni. Je ne me souviens pas de cette histoire. Ok. Alors, on a toutes. Voilà, voici la partie de cet article sur Wikipédia consacrée à l'assassinat. Ça s'est passé le 16 juin 2016. Jo Cox est donc attaquée à l'arme à feu et au couteau par un homme qui s'appelle Thomas Mehr à l'extérieur d'une bibliothèque où elle tenait une permanence. Elle succombe à ses blessures le même jour. D'après les témoins oculaires, elle a reçu 3 coups de feu et a été poignardée à plusieurs reprises. Il est mentionné qu'un témoin aurait dit à la presse avoir entendu l'agresseur crier « Britain First ». Voilà. Peut-être une référence au parti nationaliste Britain First. Les médias mettent en doute toutefois ce témoignage. Le tueur Thomas Mehr a eu des liens avec l'Alliance nationale néo-nazie américaine. En novembre 2016, après un procès, Mehr fut reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Le Monde, le quotidien français Le Monde, rapporte qu'il n'est pas un malade mental, contrairement à ce qui peut être rapporté par les médias britanniques juste après l'assassinat. Le journal le décrit comme un loup solitaire d'extrême droite, nourrissant une haine obsessionnelle, je cite, des traîtres à la race blanche. Un militant nationaliste isolé, sans doute excité par la xénophobie ambiante. Voilà. La dame en question était la mère de 2 enfants âgés de 3 et 5 ans au moment des faits. Ok, voilà. Et donc maintenant, et je pense que c'était important de rappeler cette histoire, parce que du coup ça contextualise cette déclaration d'un ancien député LREM qui s'appelle Bruno Questel, qui dit « Au fond de moi », et du coup cette déclaration elle prend toute sa force, « je ne peux m'empêcher de penser qu'il faudra un jour un assassinat, comme cela est arrivé à l'Écossaise Jo Cox en 2016, pour que la France prenne vraiment conscience de là où on en est arrivé aujourd'hui de la situation. » En 2018, pendant la crise des Gilets jaunes, ce député, cet ancien député, avait été menacé à son domicile de l'Eure par 6 coups de feu tirés en l'air au fusil de chasse. Merci Euclamakin pour le message, c'est gentil. La vie d'un responsable politique de terrain n'a certes jamais été une sinécure. Quand on se lance en politique, on sait que ça ne va pas être une partie de plaisir. On est élu, on s'expose, résume Yann Godet par exemple. C'est beaucoup de sacrifices, mais ce qui me frappe, dit-il, donc c'est le maire breton qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que l'expression de la violence est désinhibée au sein même du monde politique en fait. Et c'est la théorie qu'avance Lacroix, c'est que peut-être cette violence dans la rue, dans nos rues, contre les élus, elle a peut-être un lien aussi avec une forme de violence verbale, celle-là, qui s'est installée dans le paysage politique. C'est l'analyse en tout cas de Lacroix. Alors, quelle réponse à cette montée
des tensions et des agressions évoquées dans cet article, justement, le gouvernement est en train de travailler sur 2 pistes. On va voir ce que ça va donner. Il mise le gouvernement sur la prévention en installant aujourd'hui un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus. Et puis il y a un volet répressif aussi, avec une nouvelle loi qui devrait appliquer des circonstances aggravantes en cas d'agression d'un titulaire d'un mandat électif public, donc d'un élu, quoi. Donc installation ce mercredi, d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus, destiné à renforcer la prévention. Objectif, cartographier, comprendre l'origine de cette violence. Il s'agit donc de comprendre ce phénomène, de provoquer aussi un choc civique en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale. Et de fait, l'AMF, donc l'AMF c'est l'Association des maires de France, pointe comme une des origines du phénomène, pas seulement la violence verbale en politique, mais peut-être aussi le non-respect de l'autorité, globalement en France, de l'autorité légitime, c'est-à-dire le pouvoir de se faire obéir d'une autorité légitime, bien sûr. Et puis il y a un volet répressif. Une nouvelle loi est prévue avant l'été. Sa principale mesure devrait être d'appliquer des circonstances aggravantes en cas de violence commise sur un titulaire d'un mandat électif public, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les dépositaires de l'autorité publique, magistrats, policiers, gendarmes, ce qui inclut du coup les maires sous leur casquette de représentants de l'État, mais pas à ce jour les députés, donc à venir, quoi. Voilà. Donc les maires, oui, tu vois, Tfalm, mais pas les députés. Voilà. Ok. Voilà pour ce dossier. Charles Belfort. Oh waouh, c'est vrai. Charles Belfort me dit le maire de Saint-Brévin est en pleine audition au Sénat en ce moment même. Va voir sur YouTube. Vachement intéressant. Attends. Ok, on va sur la chaîne YouTube du Sénat. Waouh, merci pour l'info. Ok. Let's go Sénat. Ah, je suis en train de me faire une Jean Massier là. J'espère qu'il est pas en train de streamer là. Jean. Ah oui. C'est maintenant. La photo de ce petit garçon, en rappelant l'histoire, et en dessous de marquer voilà ce qui risque de se passer à Saint-Brévin avec 110 migrants. Voilà. La semaine suivante, la même chose. Donc c'est le maire de Saint-Brévin, ce maire qui a démissionné après les pressions, les manifestations d'extrême droite et d'ultra-droite, hein, et après que sa maison a été incendiée. On écoute son témoignage devant le Sénat, c'est en direct, c'est maintenant. Puis, on a essayé de chercher, c'était même pas passé en France. Hein, donc, voilà le type de tract que j'ai reçu. Bien entendu, on a transmis ça à la gendarmerie. Toujours la même réponse. Liberté d'expression. Voilà. Le 23 janvier, je fais un courrier au préfet, voilà, pour lui dire tout ce qui se passait, notamment toutes ces menaces qu'il y avait. Moi, j'avais également eu une menace, ce ne sera pas une tarte à la crème, mais une tarte au plomb. Oui, donc je fais un courrier au préfet demandant en fait un soutien de l'État, parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brévin démunis. En fait, on avait l'impression de se retrouver seul. Courrier revenu sans réponse. Il rappelle début toutes les menaces également qu'il a reçues déjà avant. Et le soutien qu'il a demandé à l'État et qu'il n'a jamais eu. On organise également à chaque fois en début d'année, et c'était en février, l'accueil des nouveaux Brévinois. Voilà. Et bien entendu, on a retrouvé quelques membres du collectif qui étaient à la sortie et qui harcelaient les personnes qui ressortaient, avec également distribution d'un tract haineux. Et pour les personnes qui ne souhaitaient pas prendre leur tract, bien entendu, ils étaient également insultés. Ils ont distribué à plusieurs reprises des tracts également sur le marché de Saint-Brévin. Et puis le pire, ils ont distribué un jour des tracts au niveau, à l'entrée de l'école. Voilà. Et nous, à Saint-Brévin, on a une commune qui est très plate, une commune où il y a beaucoup, tout est fait pour faire du vélo. Et on a donc beaucoup d'enfants qui se rendent, notamment en primaire, à l'école, à vélo, donc ils ne sont pas forcément toujours accompagnés par leurs parents. Et ce collectif distribuait ces tracts haineux, bien entendu, aux parents qui accompagnaient les enfants, mais également aux enfants qui venaient seuls. En fait, les tracts étaient mis dans leur cartable. Voilà. Nous l'avons signalé à la gendarmerie, c'est chaud, qui était présente sur les lieux, mais qui ne les a pas empêchés de distribuer ce tract et de continuer. C'est en direct. Elle les a laissés faire.
C'est au Sénat. Beaucoup de parents d'élèves aussi se sont sentis menacés, hein, puisque par l'association de parents d'élèves, ils avaient récupéré en fait les différents mails des parents d'élèves, et puis, pareil, harcelaient les parents d'élèves qui ne voulaient pas, qui ne les suivaient pas, et les harcelaient également sur les boîtes mail. Je rappelle juste d'un mot qu'il y a eu des manifestations de l'extrême droite et de l'ultra droite dans cette commune, et que l'essentiel des gens qui manifestaient contre ce projet de déménagement et d'extension de ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile, que l'immense majorité de ces manifestants n'étaient absolument pas de Saint-Brévin, mais venaient de l'extérieur. Oui, voilà, pour que les personnes se sentent rassurées, puis qu'ils puissent poser toutes les questions à la gendarmerie. Et là, la réponse était toujours la même. De toute façon, ça ne sert à rien de déposer plainte. Nous ne ferons rien. Voilà. C'est la liberté d'expression. Le tract, liberté d'expression, ne peut rien faire contre son tract. Voilà. Le 7 février 2023, le conseil municipal a été envahi par les membres de ce collectif. Il y avait encore une fois très peu de Brévinois, mais surtout des personnes extérieures à Saint-Brévin. Et voilà. Nous avions prévu, en fin de compte, de faire voter une motion, hein, justement pour donner un petit peu condamner les différentes menaces qu'il y avait sur les différentes personnes, que ce soit les élus, également les membres des parents d'élèves et la directrice de l'école. Cette motion a été bien entendu votée à l'unanimité, et toutes ces personnes en fait voilà, ont assisté à ce conseil municipal. On avait prévu quand même prévenu la gendarmerie au cas où ça aurait été chaud, de façon à pouvoir les évacuer, mais je pense qu'ils attendaient une chose, que je demande le huis clos. Donc comme ils n'ont fait aucun bruit, en fait ils sont restés, ils ont assisté à tout le conseil municipal, et j'ai pas pu les évacuer puisque c'est fou. Ils n'ont fait aucun bruit. Une autre réunion a été organisée 3 jours après, le 10 février, avec le commandant de gendarmerie, qui regroupe en fait tout le Pays de Retz, hein, donc notamment les gendarmeries importantes de Saint-Brévin et de Pornic, et monsieur le sous-préfet, que nous avions convié. À cette réunion, j'étais avec ma première adjointe, voilà, qui elle aussi avait pris pas mal de coups sur riposte laïque, et puis mon adjointe aux affaires scolaires, puisque bien entendu, elle, en s'occupant des écoles, bien entendu, elle avait été confrontée à ce collectif. Et lors de cette réunion, donc on a rappelé au sous-préfet tout ce qui s'était passé. Voilà. Et je peux vous assurer qu'on a été quand même très très surpris. Le sous-préfet nous a tout simplement dit, mais les menaces, vous savez, moi j'en ai tous les jours des menaces. Voilà. Le commandant de gendarmerie, vous savez, c'est pas grand-chose, ce sont simplement des menaces, voilà, c'est de l'intimidation, ça ne sert à rien de déposer plainte, de toute façon on ne fera rien, c'est la liberté d'expression. Voilà. On a toujours eu ce leitmotiv de liberté d'expression, aussi bien utilisé par la gendarmerie que par le sous-préfet. Voilà. Donc quand ils sont repartis de cette réunion, on s'est retrouvés tous les trois avec mes 2 adjointes. Et je dirais qu'on était un peu dépités, un peu choqués en fin de compte de ce qu'on avait entendu. Et là, on s'est aperçu qu'on se retrouvait totalement démunis, seuls, abandonnés par les services de l'État, et qu'on allait devoir continuer à affronter en fin de compte cette montée en puissance là, de ce collectif qui en fin de compte ne représentait même plus Saint-Brévin, mais qui était le collectif qui faisait venir toute l'extrême droite et tous les groupuscules d'extrême droite. Suite à cette réunion, le 15 février, j'ai fait un courrier au procureur de la République pour dénoncer en fin de compte tous ces faits, et toute une liste où on a repris toutes les menaces, toutes les insultes, tout ce qui s'était passé, voilà, en rappelant également le manque de soutien de l'État. Et nous avons reçu aucun courrier de retour de la procureure. Voilà. Aucune réponse. Le 25 février 2023, oui,
C'est pour ça que c'est important toute cette chronologie. Hein, c'est peut-être un peu long, mais ça vous permet de voir un peu comment ça s'est passé. Le 25 février 2023, dans l'après-midi, a été organisée, pareil, par le même collectif, une manifestation. Donc c'était une manifestation qu'il déclarait, mais on s'apercevait que ceux qui déclaraient la manifestation, très souvent il y avait un Brévinois, et puis les 2 autres personnes étaient en dehors de Saint-Brévin. Donc 250 personnes sont venues, ont bloqué la ville, les commerces, ont créé également des dégâts, puisque bien entendu, qui dit manifestation d'extrême droite, vous avez en face l'ultra-gauche également qui appelle à venir, tout simplement pour se taper dessus. Voilà. Et c'est vrai que ce sont ce genre de choses qu'on n'avait jamais vues à Saint-Brévin, qu'on n'avait jamais connues, nous, à Saint-Brévin. Voilà. Et il y avait eu le matin d'organiser par les associations qui soutiennent le projet une contre-manifestation qui avait pratiquement réussi à réunir 1300 personnes. Voilà, ils avaient organisé ça le matin justement pour pas être en confrontation avec les agressions de l'extrême droite et de l'ultra-gauche. Le 18 mars, lors d'une cérémonie publique de la commémoration de la catastrophe du Boivre, il y a eu une catastrophe puisque Saint-Brévin fait partie de la poche sud de Saint-Nazaire, et il y avait eu une catastrophe à l'époque en 1945, où une vingtaine en fin de compte de personnes sont décédées dans une explosion, et donc il y a un monument. Chaque année, bien entendu, on fait cette commémoration de cette catastrophe du... Juste une petite pause pour vous rappeler que ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile, qui devait bouger dans la commune, qui existait depuis plusieurs années, il n'y avait aucun problème, et qui devait être agrandi, c'était à la demande de l'État. Ce n'était pas une initiative de la commune, ce n'est pas une initiative de ce maire, c'est une demande de l'État. Et ce que décrit Yannick Morez, le maire qui a vu sa maison incendiée, là, qui a démissionné, c'est que, vous l'avez entendu, toutes ces demandes de soutien, de protection qu'il a faites à l'État sont restées lettres mortes. 6-7 membres qui m'ont vraiment entouré, donc je ne pouvais même pas partir. Il y a eu des échanges. Et à la fin, durant l'entretien, ils m'ont demandé d'essayer de les aider pour obtenir un rendez-vous avec le préfet. Voilà. Donc je me suis engagé à essayer de faire obtenir ce rendez-vous avec le préfet. Et à plusieurs reprises, certains m'ont dit « Mais vous dormez bien ?» Bon, voilà, j'en avais pas pris quand, je précise, c'était le 18 mars. Et on va vous raccompagner jusqu'à votre véhicule. Voilà. C'était le 18 mars. Le 22 mars... donc dans la nuit, entre 4h30 et 5h du matin. Donc j'étais victime d'un attentat criminel, voilà, où probablement un engin explosif a été lancé ou mis entre mes 2 véhicules, qui bien entendu ont pris feu, et ça s'est propagé en fait également à mon domicile. Voilà. Et nous étions bien sûr dans la maison. Heureusement, nous avons été réveillés par les bruits, et puis également par 3 personnes qui revenaient de leur travail chez Airbus à Saint-Nazaire, qui ont vu les flammes, qui ont appelé les pompiers et qui ont insisté de façon à nous faire sortir de la maison, puisque donc, tout était en train de brûler. Le jour de l'incendie, ce mercredi 22 mars, j'ai eu bien entendu plusieurs coups de fil de la procureure. Voilà, qui m'a appelé pour m'apporter son soutien. Elle n'avait toujours pas répondu au courrier précédent. J'ai eu un coup de fil de monsieur le sous-préfet, qui également m'a apporté son soutien. Et puis un coup de téléphone également de monsieur le préfet des Pays de la Loire, monsieur Rigolet-Rose, qui était là depuis assez peu de temps, qui est venu également, qui m'a appelé pour m'apporter son soutien. 2 jours plus tard, le vendredi, en fin de compte, j'ai essayé avec la presse lors d'une interview de dire un petit peu justement ce manque de soutien de l'État. Seulement j'ai été coupé par la presse, donc ça n'a pas été diffusé. Voilà. Et donc de colère, j'ai fait un courrier à Véran, parce que oui, j'oublie, Olivier Véran m'avait également appelé le jour même. C'est le seul ministre d'ailleurs qui m'ait appelé ce jour-là.
Et donc 2 jours après, sous le coup de la colère, donc j'ai décidé d'écrire à Olivier Véran, voilà, en envoyant un double de mon courrier, bien entendu, à M. Darmanin, au préfet, sous-préfet également, au président de la République. Voilà. 2 jours également après l'incendie, M. le sous-préfet est allé couper un ruban à Pornic. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le coin, pour aller à Pornic, quand on vient de Saint-Nazaire, on traverse la Loire par le pont, donc on traverse obligatoirement ma commune de Saint-Brévin. La moindre des choses, quand même un peu d'humanité, il aurait été bon quand même qu'il puisse s'arrêter dans la commune pour me demander en fait mes nouvelles, en fait, puisqu'il traversait ma commune. Eh bien non, il ne s'est même pas arrêté, il est allé couper son ruban à Pornic. Voilà. J'ai reçu un courrier également, donc un courrier d'Olivier Véran qui ne répondait pas aux questions que je lui transmettais dans le courrier. Et j'ai reçu également un courrier du président de la République, M. Macron, qui m'assurait de leur soutien, mais bien entendu qui ne répondait pas aux questions de mon courrier, justement sur le fait qu'il n'y avait eu aucun soutien de l'État. Le 4 avril 2023, j'ai été également auditionné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, voilà, notamment concernant la loi sur l'immigration. Et en fait, cette audition avait été prévue avant l'incendie. Et je me suis retrouvé, donc c'était en visio, avec le maire de Belâbre, voilà, qui lui aussi, à qui on a imposé un CADA, mais lui qui a la chance, en fait, d'avoir un soutien du sous-préfet CADA, c'est le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. CADA. Ensemble. Et donc il était surpris. Moi, bien entendu, je n'avais vraiment aucune relation avec le préfet et sous-préfet, alors que lui, il les avait pratiquement tous les jours au téléphone. Voilà. Ensuite... Pour répondre aux questions, il répond aux sénateurs de la commission des lois du Sénat. C'est en direct. En fait, ça va pas loin. Le début avril également, une lettre d'un maire, le maire de Famec, voilà, dans un courrier officiel. Et en fin de compte, c'était une lettre d'insulte. Donc, vous imaginez que j'ai trouvé ça un peu curieux, en fin de compte, venant d'un collègue maire. Voilà. Donc nous l'avons appelé. Et en fait, c'était tout simplement une usurpation d'identité. Il y a quelqu'un de sa commune qui a pris du papier en tête, voilà, qui a recopié sa signature avec le cachet de la commune, une enveloppe de la commune, et se la mettait adressée. Mais les gens sont dingues. Et donc depuis, bien entendu, on lui a fait remonter tout ça. Il a déposé plainte. Mais les gens sont dingues. Aussitôt. Voilà. Le 7 avril, j'ai écrit au sous-préfet pour lui demander en fait une protection renforcée, puisque sur les réseaux sociaux commençait à circuler une nouvelle manifestation qui était prévue pour le 29 avril. Voilà. Et donc, vu ce qui s'était passé, je n'avais pas envie à nouveau, voilà, de subir des violences. Voilà. Le sous-préfet m'a répondu le 13 avril en m'indiquant qu'ils allaient faire une évaluation des risques sur ma personne. Sa maison a commencé à brûler. Parce que j'ai eu comme réponse. Et puis pas de nouvelles. Donc il a fallu que je relance en fait, par mail le 25 avril. Et le sous-préfet, le 28 avril, en fait, m'a répondu, donc la veille de cette manifestation, voilà, que l'évaluation des risques était toujours en cours. Et elle est toujours actuellement. Le 7 avril, voilà, j'ai été invité par notre ami Joël Guerriot, donc au Pouliguen, qui organisait une réunion sur les violences auprès des élus, justement pour expliquer la situation et puis recruter une nouvelle fois auprès du sous-préfet, en fin de compte, qui était présent à cette réunion, le manque de soutien. Il y avait également 2 collègues maires qui étaient présents, dont ma collègue de Vue, qui est une commune à proximité de Saint-Brévin, dont le jugement a eu lieu, c'est en début de semaine, voilà, dont son prédécesseur, qui la harcelait en permanence, en fait, a été condamné.
Et puis donc pour cette manifestation du 29 avril, nous nous étions aperçus, nous, sur les réseaux sociaux, qui étaient appelés à manifester, en fait, ce que nous avons vu à Paris ces derniers jours, c'est-à-dire toute une formation néo-nazie là, de Rennes, où il y avait plus de 100 personnes qui devaient venir justement sur Saint-Brévin. On avait également l'annonce, bien entendu, de toute l'ultra-gauche du Pays de Retz, de la région nantaise, qui appelait également à manifester, tout simplement pour venir se taper dessus, hein, c'était clair. Hein. Donc le 17 avril, j'ai fait un courrier au préfet, en lui précisant justement tout ce que nous avions trouvé, et pour lui dire que ça allait entraîner, bien entendu, des troubles à l'ordre public, et en lui demandant d'interdire cette manifestation. Je crains la réponse du préfet. Pas de réponse. Donc le 25 avril, nous avons également relancé. Voilà. Et la veille de la manifestation, le sous-préfet m'a envoyé un mail en disant qu'il ne pouvait pas interdire cette manifestation pour des raisons juridiques. Ça, c'était le matin. Et l'après-midi, nous, on découvrait que le préfet de Paris, en fait, interdisait la manifestation autour du Stade de France. Donc, deux poids, deux mesures, même s'il y avait un recours, mais bon, le nôtre ne pouvait pas l'interdire juridiquement. Quelques jours après la manifestation, bien sûr, j'ai refait un courrier au préfet en lui disant ce qui s'était passé, c'était, voilà, on l'avait averti, hein, voilà, c'était quand même le week-end de 3 jours du 1er mai. On a eu, bien entendu, des dégradations au niveau de la ville de Saint-Brévin, au niveau de commerce. C'était un grand week-end, on est quand même une station balnéaire, on a beaucoup de monde qui vient. Et ce qui a obligé, en fin de compte, un grand nombre de nos commerces de centre-ville à fermer pratiquement toute la journée. Voilà. Les dégradations, ça a également fait peur à beaucoup de Brévinois, parce que quand vous voyez dans une petite commune qui normalement est tranquille, hein, voilà, arriver sans jeunes, cagoulés, tout de noir vêtus, dans le centre-ville, vous rebroussez chemin. Hein. C'est vrai que voilà. Il y a eu une voiture qui a brûlé, des poubelles qui ont brûlé, enfin pas mal de dégâts. Donc dans ce courrier, je demandais également au préfet, je lui annonçais qu'on allait faire un détail de toutes ces dégradations et qu'on allait lui envoyer la facture. Bien entendu, on sait très bien qu'ils n'y participeront pas, mais c'était voilà, purement symbolique, qu'on allait également faire chiffrer par nos commerçants qui ont été obligés de fermer, en fait, le manque à gagner. Voilà. Bien entendu, aucune réponse à ce courrier à ce jour. Voilà. Il n'y a même pas eu d'arrestation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, que ce soit de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche, rien, c'est-à-dire ces manifestants sont repartis tranquillement chez eux après avoir cassé. J'ai eu le rapport de la gendarmerie, il y a quand même eu 98 grenades lacrymogènes qui ont été lancées dans une petite ville comme la mienne, donc, ce qui paraît phénoménal. J'ai écrit donc le 30 avril également au préfet, donc justement pour lui dire ça, son absence de soutien, et puis justement lui demandant les remboursements de tous ces dégâts. Voilà. Ensuite, voyant cela, et puis après longue discussion avec ma famille, vous imaginez que voilà, c'est très difficile de continuer à vivre cela. Juste pour dire, il y a 2 semaines, lors du week-end du 8 mai, mon fils qui habite Paris est venu passer 3 jours. Nous étions à la terrasse d'un café le dimanche midi, donc en public. Et une personne de ce collectif, qui a dit bien entendu des idées d'extrême droite, s'est dirigée vers moi. Je l'avais vu arriver, mais bien entendu, j'avais tourné la tête pour justement ne pas le fixer du regard. Il est venu directement vers nous en m'insultant, en me disant « mais t'as pas fini de foutre le bazar à Saint-Brévin avec tes migrants ?» Enfin bon, puis il a continué. Et puis tout en continuant, en essayant de faire croire à tout le monde que c'était moi-même qui avais mis l'incendie donc à mes 2 véhicules et à ma maison. Voilà. Il a fini par partir. Et donc j'ai relaté ça à la presse pour expliquer pourquoi justement on ne voulait plus vivre ça. Et puis
ma femme ne veut pas non plus rencontrer ce genre de personnes. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de démissionner de ma fonction d'élu et de quitter, bien entendu, cette ville voilà, qui m'avait accueilli il y a 32 ans. Et il a mis du temps à prendre cette décision. Vous avez vu tout ce qu'il a subi? J'ai envoyé ma démission au préfet le mardi qui a suivi. Et en fait, il m'a appelé le lendemain. Voilà, on a discuté. Je lui ai dit que je n'avais pas senti le soutien de l'État. Sa réponse a été « mais si, on vous a soutenu. Lorsqu'il y a eu les manifestations, j'ai tout fait. J'ai mis en fin de compte... 3 compagnies de CRS pour éviter les dégâts. J'ai envoyé également un sous-préfet d'astreinte, la procureure qui était présente sur site. Donc j'ai agi. Voilà, ça a été sa réponse. Voilà. Il faut savoir que le préfet, quand il a écrit dans la presse qu'il m'avait eu régulièrement au téléphone, le jour où j'ai donné ma démission, c'est la 2e fois que je l'avais au téléphone. Je l'ai eu la première fois le jour de l'incendie, la seconde fois, voilà, lorsque j'ai donné ma démission. Quant à monsieur le sous-préfet, je l'ai eu au téléphone, comme je vous l'ai dit, le jour de l'incendie, depuis, plus jamais. Voilà. Donc, cette histoire voilà est un folle. petit peu toute cette chronologie sur tout ce qui est arrivé. Costaud, c'est hein. pour ça que quand j'ai parlé du manque de soutien de l'État, c'était flagrant. Et surtout quand je vois dans tous les messages de soutien que j'ai reçus, où il y a quand même voilà, des CADA maintenant qui s'implantent un peu partout, je m'aperçois que mes collègues maires voilà, ont des relations importantes avec les préfets, sous-préfets, qui viennent faire des réunions publiques pour expliquer ce que c'est tout simplement un CADA à la population, alors que nous n'avons pas eu ce genre de choses. Et puis, ce qui est désolant également, quand vous avez dû voir la communication du préfet après ma démission, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse des remous comme ça, hein, cette démission. Quand il dit qu'il a organisé des réunions publiques, je ne sais pas, de la part d'un préfet, mentir effrontément en public, c'est quand même important. Enfin, je ne sais pas, il représente l'État. Il sait très bien qu'il n'a pas organisé de réunion publique. On a toutes les preuves. Il suffit de lui demander la date, il ne pourra pas en fournir. Il n'en a pas fait. Voilà. Donc, voilà un petit peu résumé chronologiquement toute mon histoire à Saint-Brévin. Alors, ce qui est amusant, parce que je pense qu'il y a dû y avoir des retombées. Hein. Certains ont dû se faire un peu taper sur les doigts sur l'histoire que je vous ai racontée avec ma famille là, il y a 2 semaines, puisque j'ai raconté ça à la presse pour expliquer pourquoi je souhaitais quitter la commune. La gendarmerie m'a appelé en disant « mais vous n'avez pas déposé plainte ». Et donc, j'ai déposé plainte. Voilà. Ces jours-ci, ils ont même entendu ma femme, qui était présente, bien entendu, hier également, qui a déposé plainte. Et je me suis aperçu, en allant signer ma plainte hier en gendarmerie, eh bien qu'ils étaient en train de travailler sur les tracts haineux. Voilà. Ah, d'un seul coup, voilà, maintenant, on peut faire quelque chose. Sur le directeur de publication du site Riposte Laïque. Parce que ça y est. on leur avait dit, on a dit mais non, on peut rien faire, hein, c'est un site, on peut rien faire. Et là, on a appris qu'ils étaient en train de monter tout un dossier pour pouvoir le transmettre au procureur. Sur différentes choses également, notamment sur les tracts dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai reçus. C'est pareil, ils sont en train de monter tout un dossier. Tiens donc. Bon, c'est curieux. Des mois après, voilà, il a fallu qu'il arrive quelque chose et puis que ça remonte, pour que d'un seul coup, voilà, on prenne conscience que rien n'avait été fait, et puis que la liberté d'expression, elle a quand même ses limites. Et maintenant, donc, ça bouge, mais je pense un peu trop tard. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci de ce témoignage. Vous imaginez bien que j'ai plusieurs demandes de parole, mais Mathieu Darnaud, notre rapporteur de la mission, quelques questions, puis le président Rapin, le ministre Bas, monsieur Loïc Hervé, le ministre Caner, monsieur Bourgi et madame Gattel.
et Mme Kuckerman après. On va faire la liste, on continue. Donc, et M. Darnaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, à mon tour, de vous apporter à la fois mon soutien personnel et notre soutien et vous remercier de ce propos que l'on imagine à la fois poignant et parfois désarçonnant quand on sait, et pour s'intéresser entre autres sujets vous voulez écouter les questions ou pas, qui est au cœur de notre mission sur l'avenir de la commune du Maire, à ce sujet qui va grandissant de confrontation des élus avec une violence du quotidien, en essayant aussi de voir comment on peut juguler, comment on peut apporter des réponses concrètes. On imagine aisément ce que vous avez été amené à vivre et à revivre même, puisque vous avez rappelé ici même que les premières questions pour voir si on avance nombreux un peu, sont les faits qui vous ont confronté justement à celles et ceux qui ont été à l'origine de l'ensemble des violences auxquelles vous avez été confrontés. Moi, j'ai 3 questions assez succinctes et à la fois pratiques. La première, vous avez fait état de l'ensemble des fois où vous avez été amené à saisir les autorités de l'État, qu'il s'agisse du préfet, du sous-préfet. On a bien entendu que ce n'est que dernièrement que la gendarmerie vous avait invité à déposer plainte. Est-ce qu'auparavant, vous aviez déposé une main courante ou, j'allais dire, été amené, vous-même ou d'autres personnes, puisqu'on imagine aussi que l'ensemble des élus municipaux étaient amenés à vivre ces épisodes à vos côtés, à le faire eux-mêmes? Ça, c'est la première question. Vous avez aussi fait état d'une confrontation directe à l'issue de l'accueil des nouveaux habitants de votre commune avec quelques personnes qui faisaient partie des personnes qui se sont opposées et qui vous ont, j'allais dire, à plusieurs reprises vivement interpellé. Est-ce qu'à la suite de cet épisode, il y a eu un contact avec le préfet? Et pour être très clair, est-ce que l'État à chercher à rentrer directement en contact avec l'ensemble de ces personnes, notamment pour expliquer les raisons de ces décisions s'agissant du CADA. Et puis le troisième point, parce qu'on imagine aisément la douleur de ce que vous avez pu vivre, fait état notamment du soutien psychologique. Est-ce qu'à un moment donné, au-delà des témoignages de sympathie, j'imagine, et de soutien, est-ce que vous avez manifesté une demande de soutien psychologique? Est-ce que vous avez vous-même eu besoin, parce qu'on sait la violence et surtout parfois le sentiment de solitude auquel on est confronté quand on vit cela, parce qu'on peut l'exprimer, on peut en parler, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une forme de solitude face à la violence de ces actes. Donc, est-ce que vous avez engagé une démarche par rapport à cela? En tout cas, merci de vos réponses et merci de ce précieux témoignage. Je signale pour la bonne organisation de nos débats que si le rapporteur a un peu plus de temps, les autres ont 2 minutes pour la question. Monsieur Rapin. On m'explique dans le chat que c'est normal, en Madame, fait, que Messieurs les Présidents, rapporteurs. Monsieur le maire, d'abord, qu'il faut bravo confirmer pour et votre inscrire les propos du maire façon d'exprimer les choses. C'est un travail de commission. Je dirais presque sans émotion, et pourtant on sent très bien qu'au fond de nous, il y a une émotion très forte. Que c'est nul, mais que c'est obligatoire. Celle de quelqu'un qui a été bafoué, qui exerce une profession noble dans sa commune, qui est rare aujourd'hui dans certaines communes, mais qui exerce une profession noble. Et ma première question en tant que confrère, c'est quel était le ressenti de votre patientèle si vous travaillez encore sur cette question et comment l'a-t-elle ressenti? La deuxième, et je ne sais pas si je pourrais avoir les réponses parce que je préside ma commission dans quelques minutes, c'est il y a eu aussi de la part des parlementaires, et je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas, moi je me souviens très bien d'une question de Laurence Garnier en séance publique,
interpellant les ministres sur ce problème particulier, sur votre problème particulier. Je voulais savoir s'il y avait eu des retours de cela. Et vous n'avez pas non plus évoqué votre député. Je suppose qu'il est intervenu aussi sur le sujet. Et étant député de la majorité, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas eu un soutien plus fort sur votre situation qui au somme de tout ce que vous nous avez exposé, était une situation très inquiétante. En tout cas, moi, je constate une chose, c'est qu'on a affaire au tonneau des Danaïdes à tous les niveaux. Sécurité, probité, justice, mais finalement, vous n'avez eu aucune réponse et on a vu le château de cartes s'écrouler par l'événement final qui a été celui de votre démission. En tout cas, monsieur le maire, tout mon soutien, bravo, et bravo aussi aux confrères, parce que je suppose que ça devait être difficile d'assumer toutes ces fonctions en même temps. On écoute une dernière Merci, question. monsieur le Rapin. Et après, on Monsieur échange le ministre ensemble. Bas, monsieur le questeur. La parole à... Merci, monsieur le président. Monsieur le maire, je dois vous dire que je suis C'est Philippe Bas, profondément indigné par de toutes mémoire, les défaillances, sénateur de voire les droite. dysfonctionnements que la chronologie que vous avez méthodiquement exposée révèle. Et je suis d'autant plus indigné que voici maintenant Ancien près de ministre. 5 ans, De mémoire. à la suite de la mort brutale du maire de Signes, monsieur Michel, dans le Var, nous avons procédé à une enquête auprès des maires de France qui a révélé l'ampleur du phénomène, C'est intéressant. à la suite de laquelle nous avons fait des propositions, dont certaines, il est vrai, ont été reprises à notre initiative dans la loi, mais qui comportaient aussi des mesures d'organisation très importantes. Et notre démocratie municipale, elle repose sur le fait que tout citoyen peut devenir maire. Mais un maire ne fait pas l'école des maires. Il n'a pas la formation d'un magistrat ou d'un sous-préfet. Et par conséquent, nous avions demandé instamment à ce que, à chaque fois que l'on repérait des menaces, des insultes, des agressions, comme celles que vous avez rappelées, immédiatement se mette en place une cellule de crise pilotée par le préfet et qui prenne elle-même l'initiative de demander qu'il y ait des poursuites pénales quand des propos haineux, des menaces, des insultes étaient proférées, de sorte que le maire ne soit pas tout seul. Nous avons eu, à la suite de cette demande, des instructions données au préfet à l'époque et des instructions données au procureur de la République par le garde des Sceaux. Je constate en vous écoutant que nous en sommes restés, en tout cas pour votre cas, dans cet abcès de fixation terrible que vous avez décrit, à la situation antérieure. Ça n'est pas à vous, je pense, mais vous réagirez peut-être à mon propos, de prendre les initiatives. Vous devez être guidé et accompagné, et dès le début, pour ne pas laisser les choses se dégrader comme elles l'ont été, et c'est d'autant plus choquant qu'en plus, il s'agissait d'une affaire dans laquelle l'État était concerné au premier chef, puisque la création d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile n'est pas une initiative. Les amis, on ne va pas écouter toutes les questions. L'essentiel, on l'a entendu, qui, à mon sens, est le témoignage du maire de Saint-Brévin, de l'ancien maire, puisqu'il a démissionné, Yannick Morez. Excellent travail du sénateur Philippe Bas. Moi, j'ai eu la chance de le recevoir à de nombreuses reprises quand je travaillais sur iTélé, la chaîne d'info de Canal+, l'ancêtre de CNews. Entre-temps, il est devenu ministre. Aujourd'hui, il est sénateur et c'est quelqu'un qui fait un excellent travail de parlementaire. Donc, on a compris qu'on allait entendre toutes les questions et qu'après, la parole allait être donnée à Yannick Morez. Mais l'essentiel, on l'a. Et vous avez tous salué dans le chat tout à l'heure, d'abord, la force, la grandeur de cet élu local d'une petite commune qui s'est retrouvé face à la demande de l'État de déménager ce centre d'accueil pour asile, le CADA, demandeur d'asile, qui existait depuis de nombreuses années dans sa commune, où, dit-il, il n'y avait aucun problème. L'État lui demande de déménager, d'agrandir ce CADA. Cela provoque ce qui s'était passé dans une autre commune, en Bretagne déjà,
c'est-à-dire l'arrivée de manifestations de l'extrême et de l'ultra-droite, essentiellement des gens qui ne sont pas originaires, qui ne vivent pas dans la commune, pour faire pression pour le maire pour qu'il ne mette pas en place ce déménagement et l'agrandissement de ce CADA. Et ce qu'on a constaté, ce que vous avez entendu, c'est que le maire, confronté à ces manifestations, confronté à ces pressions, à ces lettres de menaces, à ces menaces de mort, eh bien, il en appelle aux autorités, aux gendarmes, à l'État, au préfet, au sous-préfet. Il écrit des lettres, il explique ce qui se passe et on lui répond ce que vous avez entendu, à savoir que la menace n'est pas caractérisée, au nom de la liberté d'expression, on ne peut pas interdire telle manifestation ou lancer une enquête. Voilà. Il a encaissé, écrit Big Espace, un grand homme, de résister à l'extrémisme comme ça, à l'extrémisme et au lâchage par les autorités. Voilà. Donc ça, c'est incroyable, c'est édifiant. Je pense que toutes les questions ici des membres de la commission des lois du Sénat vont faire que rappeler ceci. On va voir ce qui va se passer maintenant. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que avant que cet élu démissionne de ses fonctions, eh bien, il a quand même été extrêmement patient. Voilà. Et il a pris sa décision qu'en dernier recours, longtemps après l'incendie des 2 voitures et une partie de sa maison, et constatant en fait qu'il n'était absolument pas soutenu et protégé, quoi. Voilà. Vous avez vu, à un moment, il a demandé une mesure de protection, et on lui a répondu qu'il fallait étudier la situation parce que la menace n'était pas caractérisée. Sa maison venait d'être partiellement incendiée quand même. Voilà. C'est incroyable, c'est édifiant. Je ne sais pas quel mot utiliser pour qualifier la situation. Donc les informations, on les avait, hein, l'histoire, on l'avait, mais là, on a les mots en direct d'un homme qui à la fois est meurtri et touché en tant qu'homme, en tant qu'élu. Je pense que ce sont quelque part un peu ses convictions républicaines qui ont fondé sans doute ton engagement politique ici, qui sont fragilisées, et en tant qu'homme aussi, puisqu'à un moment il a bien vu qu'en fait c'était sa sécurité et la sécurité de sa famille qui devenait menacée. Et c'est pourquoi il a démissionné en annonçant qu'il allait quitter la commune, puisque Yannick Morez n'est pas qu'élu, hein, comme beaucoup d'élus de petites communes. C'est quasiment du bénévolat, hein, c'est pas fait pour l'argent, il a un métier à côté. Il est médecin et il va quitter la commune. Voilà. Voilà. C'est fou, hein. Voilà. En tout cas, je voudrais remercier, je ne sais pas qui dans le chat, si c'est un modo ou un viewer, la personne qui, alors qu'on était en train de lire ce papier dans la Croix sur les violences visant les élus, qui m'a dit que Yannick Morez est en direct, là, maintenant, au Sénat, devant la commission des lois. C'était qui ? C'était Takayov ? C'était qui m'a signé ? Merci beaucoup. En fait, ça a pu illustrer ce qu'on était en train de lire. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Et puis, on va continuer, du coup, notre lecture des journaux. Voilà. Merci beaucoup. Je vous lis un petit peu dans le chat. Alors, il y a Ternalis qui dit: est-ce que vous croyez maintenant qu'il va se passer quelque chose maintenant? Perso, je n'y crois pas, il n'y a pas de solution réelle. Souvenez-vous, dans l'article de la Croix que j'ai sous les yeux ici, il y a un élu, un ancien député, qui disait: je pense que les choses ne vont bouger en France que quand il y aura un mort. Comme l'élu britannique dont j'avais oublié l'histoire, qu'on est allé voir, hein, cet élu britannique Joe Cox, cette mère de famille de 2 jeunes enfants, qui a été donc assassiné en pleine campagne du Brexit par un sympathisant d'extrême droite, quoi. Voilà. Donc le député, l'ancien député qui s'exprimait dans la Croix disait peut-être qu'il va falloir attendre un mort pour que ça change. Voilà. Alors vous êtes plusieurs à souligner dans le chat que le préfet c'est le représentant de l'État. Le préfet c'est le représentant de l'État, effectivement. Et là ici c'est l'État qui est mis en cause. Bien sûr. Zalfir me demande la différence entre sympathisant et militant. Le militant, il a la carte du parti en question. Le sympathisant, il n'a pas la carte. Il est juste d'accord avec les idées émises par le préfet. Ternalis, tu n'as pas tout à fait tort quand tu écris qu'il y a déjà eu un mort. Samuel Paty, l'enseignant, le professeur d'histoire-géographie. Ce n'était pas un élu, dis-tu, mais un représentant de la République. Et je n'ai pas l'impression que les actions
qui ont été lancés étaient efficaces. Ouais. C'est vrai. Merci d'avoir partagé ce moment sur notre chaîne. C'est pour ces raisons-là que j'aime bien streamer avec vous. Voilà, j'adore mon métier d'informer, de journaliste que je mène depuis 30 ans maintenant, mais ici, ça nous permet de vivre des choses d'abord ensemble, en interaction, en échange, et puis en direct. Merci encore à la personne qui m'a signalé tout à l'heure cette audition du maire de Yannick Morez. Je vais changer, du coup, le nom de notre stream. En direct, donc, devant la commission des lois du Sénat, sachant que, et on va essayer de trouver cette info, Yannick Morez devait aussi être entendu par la première ministre Elisabeth Borne. On va voir si cette rencontre a eu lieu. Il y a ces bandicoots qui disent Samuel Paty, ce n'est pas l'extrême droite qui l'a tué. Mais attention, là, ce qu'on est en train de dénoncer, c'est toutes les violences contre les élus, d'où qu'elles viennent. Ici, avec le maire de Saint-Brévin, clairement, même si l'enquête est en cours, c'est l'extrême droite ou l'ultra-droite qui est soupçonnée. Mais ici, ce sont toutes les violences contre les élus qui sont dénoncées, quelle qu'en soit la source. Hein, puisque Samuel Paty, vous savez qu'il a été assassiné par un terroriste islamiste. Bien sûr. A priori, c'est ce soir. Ok. Vous êtes plusieurs. Merci Yves Vincent Clos et merci un peu plus haut Pépin Camille, merci. Qui non seulement soutient cette chaîne mais me donne des infos. A priori, c'est ce soir. C'est ce soir. Que Elisabeth Borne reçoit le maire, sachant qu'aujourd'hui elle reçoit aussi beaucoup les syndicats, puisque pendant 2 jours, hier et aujourd'hui, la Première ministre reçoit les syndicats pour essayer de renouer les fils du dialogue après la réforme des retraites. Voilà. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis c'est pas terminé parce que j'ai plein d'articles à vous lire encore. Ce stream va durer assez longtemps, mais c'est pas grave. J'irai faire une petite sieste un peu plus tard. Je remercie Jean-Christophe G pour son soutien. Merci pour le 5e mois. Titi, merci pour le 4e mois. 2 points Yellow, merci pour ton Prime et ton 14e mois d'abonnement. J'avais pas vu tout ça, merci. Praco Rabanne pour le Prime. Kramus 31 pour le 13e mois d'abonnement. Et maintenant, merci Zéphyr à l'instant pour le 21e mois, tu es au maximum. On ne peut pas soutenir cette chaîne depuis plus de 21 mois. La chaîne est un peu plus ancienne, mais au début, j'avais fermé les subs. Lisons maintenant ce dossier de Libération. L'enquête est incroyable. L'histoire est complètement folle. Vous connaissez peut-être ce visage. Olivier Dubois, journaliste, indépendant, qui travaillait notamment pour Libération, et qui a été enlevé et qui est resté longtemps captif au Mali d'un groupe islamiste. Olivier Dubois, qui enfin a été libéré il n'y a pas très très longtemps, et Libération, dans une enquête commune avec la Radio France Internationale, RFI, TV5 Monde et le quotidien Le Monde, révèle que l'armée française a peut-être une responsabilité dans cet enlèvement d'Olivier Dubois. C'est assez explosif. Je lis. Enlèvement d'Olivier Dubois, le trouble-jeu de l'armée française. Que s'est-il vraiment passé le 8 avril 2021 à Gao? Libération révèle quoi? Le rôle des militaires qui suivaient notre journaliste à la trace jusqu'au moment du rapt. Une enquête menée conjointement donc avec Le Monde, RFI et TV5 Monde. Enlèvement d'Olivier Dubois, les dangereuses manœuvres de l'armée, comprenez, de l'armée française. La force Barkhane, c'était l'opération Barkhane à l'époque, suivait, nous explique Libération, de très près le projet du journaliste d'interviewer un chef djihadiste jusqu'au jour du rapt en 2021. Est-ce que l'armée française a utilisé le journaliste, correspondant de Libération, pour tenter de localiser ce chef djihadiste? C'est ce que semblent suggérer les éléments de l'enquête judiciaire que ces journalistes ont pu consulter. Dans le désert, Olivier Dubois s'est repassé le film des centaines de fois dans sa tête, écrit Célian Massé. Que s'est-il réellement passé le 8 avril 2021 à Gao? Ce jour-là, Olivier Dubois, le correspondant de Libération, du Point, de Jeune Afrique au Mali, a disparu. Pensant se rendre à une interview avec un chef djihadiste, qu'il avait déjà interviewé dans le passé d'ailleurs, il est monté de son plein gré dans un pick-up avec 4 personnes à bord sans armes apparentes. Selon le récit fait par un témoin, l'entretien devait prendre 45 minutes. Ce sera finalement 711 jours, la durée de la captivité
du journaliste. Une enquête sur son kidnapping a été ouverte par la justice française le 5 mai 2021. Depuis le 20 mars, Olivier Dubois est libre. C'est un sujet que j'ai suivi avec beaucoup d'attention. J'étais en contact avec certains membres de sa famille, mais des zones d'ombre demeurent sur les circonstances de son enlèvement. Libération, Le Monde, RFI, TV5 Monde ont pu consulter 180 pages des dossiers judiciaires, notamment des comptes rendus d'audition des responsables militaires de l'opération Barkhane, qui étaient alors en poste. D'après ces éléments, il apparaît que le jour du rapt, l'armée française surveillait de très près Olivier Dubois. Or, les militaires tenus au courant des préparatifs de l'interview et conscients du risque élevé d'enlèvement n'ont pas stoppé le journaliste qui se dirigeait vers le piège tendu par les djihadistes. Le jour J, les ravisseurs ont capturé Olivier Dubois sans que la force Barkhane, qui comptait à l'époque plus de 2000 soldats à Gao, ne semble être intervenue. Donc, l'armée française surveillait les activités d'Olivier Dubois, sachant qu'il devait rencontrer un chef djihadiste. Conscients du risque, ne l'ont pas dissuadé, empêché de partir faire cette interview, et ne sont pas intervenus non plus, alors qu'a priori, ils avaient localisé l'endroit où se trouvait le journaliste. C'est ce que semble penser la justice. Je continue l'article. Nos recherches convergent vers un même personnage au cœur des événements, Kader. C'est un prénom qui a été imaginé par les journalistes pour préserver l'anonymat de la personne, était le fixeur, comme on dit, du journaliste français. Le fixeur, pour un journaliste, c'est quand on part en reportage, quand on est envoyé spécial, notamment dans un pays étranger, c'est l'intermédiaire, c'est le correspondant, c'est l'interprète, c'est le chauffeur, bref, c'est l'homme de confiance, celui qui connaît le pays et qui vous prend par la main pour vous emmener là où vous voulez amener. Donc Kader, qui connaît bien la région de Gao, et c'est par l'entremise de ce Touareg de 25 ans, que le journaliste indépendant avait organisé et planifié l'interview d'Abdallah Ag Abdalkai, qui est un commandant du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, selon l'acronyme de l'organisation en arabe, qui est un mouvement, un groupe islamiste. Olivier, le journaliste, et Kader se connaissent depuis longtemps. Fin 2020, déjà, il avait donc chargé de transmettre à Abdallah Ag Abdalkai, que Kader avait déjà rencontré, une lettre de demande d'une nouvelle interview. Le chef djihadiste responsable d'une zone à 150 km à l'est de Gao occupe en effet une position importante dans la hiérarchie de ce groupe terroriste de djihadistes. Le journaliste souhaite l'interroger sur les affrontements fratricides qui font alors rage entre donc, ce groupe du JNIM et un autre groupe rival dans la région de l'État islamique au Grand Sahara. Comme prévu, Kader, donc le fixeur, dit avoir transmis la demande d'Olivier Dubois, mais en cachette, Kader en informe aussi les militaires français, voilà, ou précisément le service de renseignement de la force Barkhane, puisque le Touareg collaborait en même temps avec l'armée française depuis 1 an, contre rémunération, bien sûr. Kader travaillait et avait été recruté pratiquement exclusivement pour la localisation, voire la capture d'Abdallah Ag Abdalkai, et ça depuis 2019, confirme un militaire français, le lieutenant de Barkhane, qui était chargé d'ailleurs de traiter Kader, de gérer cette relation avec cette source en fait d'information depuis 2021. C'était la mission de cette personne. Alors le papier est très long. Si ça vous intéresse, il fait 3 pleines pages dans Libération. Je ne vous en lis qu'une toute petite partie. Je suis aussi là pour vous inciter à lire la presse. Si l'histoire vous intéresse, ça se lit comme un roman, c'est juste incroyable. C'est aussi un peu sidérant. Vous téléchargez Libération, ça va vous coûter un peu plus d'€1. Et ça vaut le coup. D'autant qu'il y a un autre papier sur la disparition des oiseaux que je vais vous lire dans un instant en Europe qui est juste hallucinant. C'est aussi dans Libé. Question à la fin de l'article, mais qui a trompé qui dans le grand poker menteur de ce 8 avril 2021? Est-ce véritablement Abdallah Ag Abdalkai, d'ailleurs, qui avait invité le journaliste? Kader avait-il deviné ce qui se tramait? Comment l'armée française, qui connaissait les risques et suivait Olivier à la trace, peut-être justement pour tenter d'interpeller le chef djihadiste, a-t-elle pu le perdre précisément au moment de sa rencontre avec ses interlocuteurs supposés? Contacté, le ministère des Armées n'a jamais voulu répondre aux questions des journalistes. Anno Froger, qui est le responsable Afrique d'une ONG que vous connaissez, qui s'appelle Reporters sans frontières, qui est très mobilisé pendant 2 ans pour la libération d'Olivier Dubois, dénonce, je cite, le risque inconsidéré qu'a pris la force Barkhane avec cette opération.
En France, on ne devrait jamais pouvoir utiliser un journaliste comme un cheval de Troie pour obtenir des renseignements, surtout si cette opération risque de mettre un peu plus sa vie en danger, sans minimiser la propre responsabilité du journaliste sur ce projet d'interview, qui était par nature risqué. Olivier Dubois a pris des risques, mais c'est aussi certains journalistes, ces journalistes de terrain, j'ai envie de dire ces vrais journalistes par rapport à un gars comme moi qui passe sa vie dans des bureaux, eh bien prennent des risques et effectivement, pourquoi ? Pour vous informer, pour nous informer, pour nous tenir au courant de la marche du monde, quoi. Sans minimiser, dit ce responsable de Reporters sans frontières, la propre responsabilité du journaliste qui savait que cela était risqué, cela pose de sérieuses questions sur ce que sont prêts à faire nos services et notre armée pour des opérations de renseignement. C'est plus que de la légèreté, c'était de la négligence. Voilà, c'est-à-dire dans Libération, et on va lire un autre deuxième article dans Libération qui est vachement intéressant. J'ai eu ton message, Elisabeth. Alors, Gouze nous écrit dans le chat, je n'ai pas compris quelle était ta question. Je ne pose pas de question, je lis Libération. L'armée n'est pas la babysitter des journalistes. Je pense que tu n'étais pas là au début de la lecture de cet article, sinon tu ne poserais pas cette question. Selon la justice française, là on est en train de lire en fait des éléments de l'enquête judiciaire qui est en cours. Selon la justice française, l'armée française pourrait avoir utilisé Olivier Dubois pour situer un chef djihadiste qu'elle voulait interpeller, voire neutraliser. Sachant, ayant appris par le fixeur Kader que le journaliste Olivier Dubois allait tenter de rencontrer le chef djihadiste, eh bien, aurait tenté d'utiliser cette rencontre pour appréhender ou peut-être neutraliser, je ne sais pas, ce chef djihadiste. C'est le soupçon qui est porté aujourd'hui par la justice française et qui est juste évoqué ici par cette enquête journalistique. Donc, la question n'est pas de savoir si l'armée est la babysitter ou pas des journalistes, la question est de savoir si l'armée a utilisé le journaliste à des fins de renseignement et à des fins militaires. Voilà. Mais tu n'étais peut-être pas là au début. Dans Libération, dont je vous recommande la lecture aujourd'hui, eh bien, on va parler des oiseaux. Alors ça peut sembler léger comme ça, et en fait c'est pas léger du tout, c'est même très grave. Vous l'avez peut-être constaté, vous le savez peut-être, mais là on va mettre des chiffres très précis sur ce phénomène. Il y a de moins en moins d'oiseaux. Je pense dans le monde d'une façon générale, mais là le papier est sur l'Europe. Disparition des oiseaux, avec un responsable qui est l'agriculture intensive. Là, on parle d'environnement et de biodiversité. Pour la première fois, écrit Libération, et c'est une double page passionnante, une vaste étude démontre l'impact des engrais et des pesticides sur l'effondrement, les chiffres sont complètement fous, des populations d'oiseaux en Europe. Pour le chercheur Vincent de Victor, il devient urgent de changer notre mode de production alimentaire. Cette fois, le doute n'est plus permis, écrit Coralie Chaube. L'agriculture intensive est bel et bien le principal responsable de la sidérante disparition des oiseaux en Europe, dont les populations sont effondrées de 25% en près de 40 ans, près de 60% dans les zones agricoles. C'est la principale conclusion de l'étude la plus vaste, la plus complète à ce jour sur les oiseaux en Europe. En fait, l'actualité, c'est qu'il y a une énorme enquête qui vient de se terminer, qui a été publiée lundi dans une revue scientifique. Libération est allée interroger un scientifique qui est un écologue et directeur de recherche au CNRS qui s'appelle Vincent de Victor, qui est le co-auteur de ce travail. Et qui dit, lui, il faut que l'agriculture sorte de sa logique du rendement. Alors certains évoquent, Paul Sans-Gêne et d'autres, la responsabilité des chats. C'est vrai. C'est pas drôle du tout, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on sait que les chats sont des responsables très importants de la baisse de la population des oiseaux. Mais pour ces scientifiques, l'énorme chute du nombre de la population des oiseaux en Europe, en fait, elle n'est pas due aux chats, mais elle est due à l'agriculture intensive et aux pesticides. Et à la baisse des populations d'insectes, bien sûr. Exemple d'ailleurs, à l'illustration de ça, c'est surtout dans les zones agricoles, dans les champs, que la population d'oiseaux a énormément baissé. Et si vous promenez dans les champs, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de chats
en fait, contrairement à nos villes. C'est la grande synthèse sur la question pour l'ensemble de l'Europe, le fruit d'un effort collectif sans précédent. 50 chercheuses et chercheurs ont rassemblé 37 ans de données de 20 000 sites de suivi écologique dans 28 pays européens. C'est une étude énorme qui porte sur 170 espèces d'oiseaux. Les résultats sont effrayants. 20 millions d'oiseaux disparaissent en moyenne d'une année sur l'autre en Europe depuis près de 40 ans. Oui, c'est vertigineux, écrit Libération. Ça représente 800 millions d'oiseaux en moins depuis 1980. Même pour un chercheur, c'est émouvant. Le chercheur, donc Vincent de Victor, qui enchaîne. Exemple, par exemple, les moineaux domestiques, baisse de la population de 64%, qui risquent de devenir les petits moineaux rares. Certains écosystèmes sont plus touchés que d'autres, alors que le nombre d'oiseaux forestiers a diminué de 18% en 40 ans. Le chiffre monte à 28% pour les oiseaux urbains, comme les hirondelles et les martinets, et bondit à 57% pour ceux des champs. Champs, agriculture, insecticides, moins d'insectes, moins d'oiseaux. Voilà. Pour ceux qui sont un petit peu sur la piste des chats, là. Est-ce la première fois qu'une étude démontre la responsabilité des pratiques agricoles dans cet fondement ? Le scientifique répond, à cette échelle-là, oui, elle montre l'aspect systémique européen de l'effet négatif et prépondérant de l'intensification des pratiques agricoles. Les populations d'oiseaux souffrent d'un cocktail de pression, donc il n'y a pas une raison, il y en a plusieurs, mais l'agriculture intensive en est la principale responsable. Nos travaux concluent que l'effet néfaste dominant est l'augmentation de la quantité d'engrais et de pesticides par hectare. Celle-ci a entraîné le déclin de nombreux oiseaux, surtout celui des insectivores. Insecticides, moins d'insectes, moins d'oiseaux. Il y a une question de Libération qui va intéresser ceux qui tapaient un peu sur les chats. Certains pointaient plutôt la responsabilité des chats. Ils ont bon dos, répond le scientifique du CNRS. La plupart des espèces d'oiseaux étudiées ici ne vivent pas en milieu urbain ou suburbain et ne verront jamais un chat de leur vie. Et la population de chats n'a pas augmenté de 40% en 40 ans. Voilà. Et en plus, Miss Chari nous dit dans le chat que son chat est une grosse feignasse. Voilà. Donc vous voyez. Plus sérieusement, est-ce que la tragédie touche particulièrement la France ? Cette grande puissance agricole. Réponse du scientifique. Elle se distingue comme une mauvaise élève. Effectivement, les chiffres sont assez terribles. En France, les populations d'oiseaux des champs ont chuté de 43% en 40 ans. Et ce n'est qu'une moyenne. Ouais, il y a Brobo06 qui est modo ici, mais qui est chauffeur de bus aussi, et qui dit « C'est ma faute, hier, il y a un pigeon qui n'a pas pu s'envoler, je l'ai écrasé avec mon bus, sorry. » Bon, manifestement, tu ne l'as pas fait exprès. Plus sérieusement, la disparition des oiseaux met-elle en péril l'ensemble des écosystèmes ? Tout ce que fait un oiseau dans un écosystème est assez fabuleux, dit le scientifique. Il mange, il se fait manger, il transporte aussi beaucoup de matériaux, de graines, plusieurs espèces sont migratrices, l'oiseau est un très beau générateur de liens. Que serait un monde sans oiseaux ? S'interroge-t-il. Le chant d'un merle au printemps, la rencontre d'un enfant avec un rouge-gorge en forêt, surpasse toute question même d'utilité. Nous nous dirigeons droit vers le printemps silencieux, décrit par la biologiste américaine Rachel Carson dans un célèbre livre il y a 60 ans. Est-ce que ça a un impact sur nous les humains ? Oui, dit-il. Nous sommes de grands oiseaux, nous aussi. S'il y a des pesticides dans l'eau potable et si les sols sont pollués, c'est pas terrible pour nous non plus. Il faut s'inquiéter de la dégradation de la santé des habitants des campagnes. Vous voyez les polémiques, notamment sur les pesticides, sur les vignes, notamment, ou sur d'autres cultures, et la proximité avec les habitations. Je ne sais pas si vous avez suivi ce débat. Mister V ou Mister 8, merci beaucoup pour cet abonnement. Que préconisez-vous pour enrayer cette situation ? Je ne suis pas agronome, je ne suis surtout pas là pour expliquer aux agriculteurs ce qu'ils doivent changer dans leurs pratiques, mais on peut se questionner sur l'utilisation de l'argent public et les grandes politiques européennes en la matière. Il va falloir revoir l'idéologie qui a gagné le monde agricole à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le rendement à l'hectare, les grandes fermes, l'exportation, la compétitivité. Le bio, par exemple, n'occupe que 8% de la surface agricole en Europe. Il y a un problème de filière avec des forces qui résistent, il y a des lobbies, le climat qui se tend aussi avec l'apparition de sécheresse. Produire autrement, c'est une question de survie du modèle agricole lui-même, car en détruisant la biodiversité, un pesticide ne protège pas du tout la plante, il tue la possibilité aussi de cultiver. Dernière question de Libération. Merci Jean Bambois 12 pour ce soutien. Cela fait des années qu'on sait que le modèle industriel est néfaste, pourtant il ne se passe rien. Espérez-vous qu'avec cette étude, ça va changer les choses ?
Il ne se passe pas rien, répond-il. Un tout petit peu d'optimisme pour terminer cet article. Beaucoup d'agriculteurs s'intéressent aux alternatives. Certains ont participé au suivi de la biodiversité dans leurs champs, ont vu l'effet du changement des pratiques sur la présence de pollinisateurs, d'insectes pollinisateurs. Il n'y a pas d'opposition à établir entre l'agriculture et l'écologie. Bien au contraire. Voilà. Libération, voilà. Si vous avez jamais lu Libé, faites-vous un petit plaisir aujourd'hui, si vous avez un petit peu de temps, achetez Libé, téléchargez Libé, lisez l'enquête sur Olivier Dubois, lisez ce papier sur les oiseaux, je trouve ça super intéressant. Et il y a Sarah qui lance un grand appel à aller voter aux européennes. On a le temps, mais on en reparlera. C'est l'année prochaine, hein, c'est 2024 les européennes. Voilà. Je serai en pleine forme en 2024, je serai là, la chaîne aura grandi, il y aura plein de nouveaux rendez-vous, et les européennes, on va les traiter. Hein. J'ai même envie... Tiens, on a déjà fait ça. J'ai même envie de réfléchir là, quand ça va s'approcher, à un rendez-vous. Sur les élections européennes. Un stream régulier sur les élections européennes. Voilà. Peut-être pas recevoir des politiques ici, je suis pas sûr. Mais imaginez un truc. Voilà, je sais pas si ça vous plairait ça. Quelqu'un me dit, mais c'est quoi les européennes? C'est les élections européennes. C'est le prochain scrutin auquel vous allez être appelé à voter. Je sais pas, ça vous? Je sais pas. Ouais. Avec Jean, pourquoi pas une coprode avec Jean? Tiens, moi j'adore Jean. Ouais. Excellent. Fraxon propose Front Site comme titre. Mais c'est pour voter quoi? Pour élire les députés européens. Dit je sais pas moi. Non, pas comme Backseat. Alors moi j'aime pas copier. Et sachez par exemple, à titre d'exemple, les habitués le savent, quand j'ai eu l'idée de l'Hebdo Étienne, l'émission qui revient sur l'actualité de la semaine que j'ai lancée en septembre dernier avec 4 invités tous les vendredis, journalistes, streamers, streameuses, youtubeurs, youtubeuses, et bien pour choisir le jour, je suis allé voir ce que faisaient les amis. Et comme Jean faisait Backseat le jeudi, eh bien j'ai tout de suite dit que cette émission ne pouvait pas se tenir le jeudi parce qu'il était hors de question de concurrencer Jean, quoi. Et c'est comme ça que j'ai décidé que ce serait le vendredi. Voilà. Mais Jean, vous savez, j'adore. D'ailleurs, Jean, je leak un peu, voilà, va venir dans la dernière Hebdo Étienne de la saison. Il est déjà venu, je crois que c'est mon invité qui est venu le plus souvent cette année, et il vient, c'est important pour moi qu'il soit là pour la dernière, ce sera début juin. Voilà. Intéressant, une émission sur l'élection européenne ou pas? C'est une émission un peu de saison, tu vois, qui durera, je sais pas, que je pourrais lancer 1 mois ou 2 mois avant l'élection, tu vois, qui ferait pas la saison, quoi. Voilà. Pas de stream cet été. En juillet, il y aura très très peu de stream, voire fin juillet peut-être. En août, on va redémarrer tranquillement. Et en septembre, ce sera la fête, ce sera la folie. Si tous mes projets, j'arrive à les mettre en œuvre. Je remercie Samoth le Guerrier pour le Prime et John Doe pour ce 20e mois d'abonnement. Ok ? Ok. Alors, qu'est-ce qui reste ? Il y a plein de choses. Quelle heure il est là ? 1h18, on a cut le premier stream parce qu'il y a un visage d'enfant qui était apparu. Combien de temps avait duré le premier stream ? Vous vous souvenez ? On avait fait 2 heures ou pas ? Sur le premier, on avait fait combien à la louche ? Vous vous rappelez quand on a cut ? Pour ceux qui étaient là, les anciens ? 2 heures pile. Ah oui, j'ai commencé à 9h30. Bah oui, c'est simple, j'ai commencé à 9h30. Il est bientôt 13h. Donc 9, 10, 11, 12... Quoi, ce stream fait... Non, ça fait pas 4 heures. J'ai lancé à 9h30 tout pile. Il est bientôt 13h. Donc ça fait bientôt 4 heures. Non. J'ai lancé à 9h26 par là. Ah bah non, ça fait pas 4 heures, ça fait 3h20. Oh le gogol. Ah, je suis... Ok. Putain, le roi des maths, quoi. Le roi du calcul mental. J'ai fait un bac scientifique en plus. J'étais nul en maths, nul en bio, nul en physique. J'ai fait un bac scientifique. Fantastique, grand souvenir. Ok, on en veut encore. C'est parti. Point of view 3, on continue. Je vous accompagne. Alors, Le Figaro. J'ai 3 articles à vous lire encore. Touk. Encore un article sur l'e-sport. Ah oui, il y a eu le Sénat, bien sûr.
Encore un article sur l'e-sport. C'est tous les jours. Je ne sais pas ce qu'est la presse française en ce moment. C'est tous les jours, il y a un article sur l'e-sport. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Dans le Parisien, il y a eu un article sur l'e-sport. Dans la Croix, il y a eu un article sur l'e-sport. Je ne sais plus quand, je ne sais pas où encore. Et puis, c'est reparti. Elou Massen, elle est là, paf. Dans le Figaro, quasiment une page entière sur l'e-sport. Le sport, c'était Eldorado qui suscite les rêves les plus fous. Hein. Depuis plusieurs années, la discipline vidéoludique ne cesse de prendre de l'ampleur enfin, et ça s'inspire du sport traditionnel. Je pense qu'on va rien apprendre trop dans le papier par rapport à tout ce qu'on a lu récemment. Est-ce que vous voulez qu'on lise quand même ? Voilà, sachant que voilà, c'est plus le ton général qui est intéressant, qui montre comment les anciens médias traditionnels s'intéressent de plus en plus au monde du gaming, au monde de l'e-sport. C'est plus une prise de conscience en fait. Mais je suis pas sûr que vous allez apprendre un maximum de trucs. Winnie Sam, merci pour le... C'est beaucoup, 21e mois. Un petit... Rapido, pour ceux qui se rappellent, Antoine Decaune. Rapido, c'est très vieux, c'était super sympa. Je n'ose imaginer les commentaires sur le site du Figaro sur l'e-sport. Rapide, allez. Let's go. C'est rapide, hein. Sondage, let's go. Rapido, vous vous rappelez ? Sandrine, elle se rappelle. Rapido. C'est Antoine Decaune. Merveilleux. Let's go. Début juin 2022, en grande pompe, comme il s'agissait de la nouvelle vague de médaillés olympiques, Emmanuel Macron avait reçu à l'Élysée, vous vous souvenez de cette scène sans doute, il y a même Zerator qui était à l'Élysée. C'est drôle parce que juste après, il est venu faire un stream à la maison. D'ailleurs, c'était le même jour. Emmanuel Macron avait reçu à l'Élysée certains des principaux acteurs de la scène e-sport hexagonale avec ce message fort. Si vous êtes là, c'est qu'on a souhaité avoir ce geste de reconnaissance et pouvoir célébrer l'e-sport français, vos disciplines, vos champions. Aujourd'hui, il avait dit le chef de l'État, commence une nouvelle ère, pas simplement pour vous reconnaître, mais pour vous aider à vous structurer. Là, on parlait de l'e-sport en France, à avancer et à progresser. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cette rencontre entre le président Macron et de nombreux streamers, gamers et champions d'e-sport. Une volonté matérialisée cette semaine par la tenue, effectivement, de jeudi à dimanche du Blast TV Major, l'un des plus grands tournois vidéoludiques, écrit le Figaro au monde, sur le jeu Counter-Strike, donc CS, un jeu de guerre de tir à la première personne, explique le Figaro, à ceux qui ne connaissent pas trop le monde du jeu vidéo, dans l'enceinte parisienne de l'Accor Hotel Arena, qui avait déjà accueilli d'ailleurs en 2019 la finale des championnats du monde de League of Legends. De quoi conforter l'attrait majeur que suscite notre douce contrée pour les différents acteurs de la discipline, tel que nous confirmait en fin d'année dernière Rob Idweck, le patron de Blast, qui disait à l'époque « La France s'impose comme un pays stratégique au niveau du gaming ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il y a de belles entreprises, de belles équipes et un beau public, un super public même. D'accord, pas d'accord ? Une histoire d'amour qui pourrait bien ne faire que commencer, écrit le Figaro. Bah oui, vous êtes d'accord. La France est top 1 en termes e-sport. Hashtag K-Corp. Grave, c'est trop bien. Oui, on continue. Les chiffres liés au monde de l'e-sport et des jeux vidéo ont de quoi donner le tournis, explique le Figaro, avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2022 uniquement en France. Ce secteur pèse autant que ceux de la musique et du cinéma réunis. Là, ils ont additionné jeux vidéo et e-sport. Avec plus de 37 millions de joueurs, dont 15 millions très assidus, et une cible jeune très prisée, le public potentiel ne peut que séduire les grandes marques désireuses d'élargir leur audience, à l'image du CIC, donc ça on l'a lu récemment dans un article, qui s'est associé à la LFL, le championnat de France de League of Legends. Comme beaucoup d'entreprises, donc la parole à un responsable du CIC, comme beaucoup d'entreprises, nous avons mis en place une sorte de veille technologique pour savoir quel secteur d'activité est en train d'émerger, explique Claude Kushner, qui est directeur adjoint de la Banque française. Donc c'est marrant, ils expliquent que il y a quelques années, ils ont mis en place une veille pour surveiller les secteurs d'activité qui étaient en train d'émerger. Et autour des années 2015-2016, je trouve ça intéressant, à plusieurs reprises, le secteur de l'e-sport est revenu dans les conversations de cette cellule de veille, avec cette idée que c'était pas que du jeu, qu'il y avait des métiers autour, qu'il y avait des entreprises qui se créaient. À force, dit ce monsieur du CIC, je trouve ça assez intéressant de voir comment ça s'est passé. J'ai décidé de demander une étude plus approfondie qui m'a confirmé qu'il s'agissait d'un véritable secteur d'activité en pleine expansion qui ne concernait plus seulement l'adolescent jouant chez lui toute la journée, la lumière éteinte. Ok, d'accord.
mais une part croissante de la population, notamment car il y a une vraie fidélité dans ce milieu. De nombreux adolescents qui jouaient il y a 20 ans s'y adonnent encore, que ce soit entre amis ou avec leurs propres enfants. Voilà. Oui, il y a un petit cliché là. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que ce banquier, il part d'un cliché et puis se rend compte que finalement, c'est beaucoup plus vaste et plus compliqué que ça. La parole à Bertrand Hamar, qu'on entend souvent dans les articles de la presse française sur l'e-sport, qui est responsable de l'e-sport au sein de Webedia, et qui dit « L'e-sport n'est pas une bulle, il n'en est qu'au début de son histoire, cela va devenir énorme, tous les chiffres économiques volumétriques le prouvent, nous sommes sur une nouvelle pratique qui unit le sport, la culture et le divertissement. » Il n'y a pas une interview qui dit « Si je joue avec les volets ouverts, ça compte ?» Non. Bah non. Parce que c'est volet fermé, c'est dans le noir. Donc non, volet ouvert, tu n'es plus un gamer. Enfin, c'est ce que dit le monsieur du CIC. Enfin, c'est ce qu'il pensait avant, quoi. Vous m'avez suivi. Est-ce quand le jeu vidéo ne les intéresse qu'à partir du moment où ils peuvent faire du fric On parle d'une banque. Hein. Ok. Il y a Germaine Fourchette qui est en pleine forme, qui a écrit 7 messages dans son historique, là, qui vient d'écrire Samuel Etienne, puis la merde. Alors, ami jeune, éclairez-moi, est-ce que c'est un mot de code, une expression qui veut dire un truc sympa en vrai, et qu'en fait ça veut dire que je suis très très beau, que je suis en pleine forme, que je suis un gars sympa, qui crée du débat, de la conversation sur Twitch, une forme de passerelle un peu humaine, ou c'est juste que je pue la merde en fait, en vrai. C'est un genre... Non, non, c'est pas sympa. Qu'est-ce qu'on fait de Germaine Fourchette, là ? C'est vous qui décidez. Hein. C'est pas sympa ? Il a juste 12 ans. Bon, Germaine, désolé, mais la vie générale, c'est que c'était pas un nom de code. Mais t'es où ? Je te retrouve plus. Elle est où, Germaine ? Il y a plus... Germaine, elle est partie ? Elle est partie, Germaine Fourchette ? Les modos, vous avez fait quoi de Germaine ? Vous l'avez mis à la cave ou quoi ? Je voulais échanger avec Germaine, je voulais savoir un petit peu pourquoi, comment. Germaine. Tu es là, Germaine ? Je vais voir si tu es là. Je vais te sortir, moi. Germaine. Ah bah non, j'ai perdu Germaine. Oh, il a été ban. Oh. Bon, je voulais échanger avec Germaine. Germaine Fourchette qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein, quand même. Hein. Bon, Germaine, merci pour le petit message. Je pensais que c'était un compliment caché, moi. Hein. Donc oui, quelqu'un me disait, il s'intéresse qu'à l'e-sport. Salut au radio, bonne journée. Que quand ils font de l'argent, c'est une banque. Hein. C'est une banque. Non, c'est quoi ? C'est une banque, voilà. En même temps, c'est son boulot. Si à un moment elle se dit qu'il y a de l'argent à faire et puis qu'elle investit et qu'elle donne de l'argent à ce secteur, c'est bien. Comment ça, elle a été ban par Twitch ? C'est pas nous qui l'avons ban, c'est Twitch ? C'est possible ça ? Comment ça ? Oh, c'est fou ça. Bah oui, c'est son travail en même temps. Hein. Donc voilà, le petit papier sur l'e-sport qui nous apprend rien, sinon que voilà, il y a des banquiers il y a quelques années qui pensaient que le jeu vidéo c'était un ado dans sa chambre, volet fermé, dans le noir, qui jouait toute la journée, puis qui s'est rendu compte qu'en fait non. Voilà. NTK TV, ça m'intéresse. N'hésite pas à m'envoyer ça par mail sur mon compte Twitter, j'ai une adresse mail pro et tu peux m'envoyer ça. Alors, est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qu'il y a dans la tête d'Elon Musk ? Est-ce que vous intéresse de savoir quelle est la pensée philosophique, politique, merci beaucoup Eva Link, ça me fait super plaisir ce que tu dis, d'Elon Musk ? Bof, non ? Non ? Oh, vous n'êtes pas super tenté. Ah bah sondage, hein. On n'a pas fait de sondage aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on lit l'article sur la pensée philosophique, politique, sociétale d'Elon Musk ? Je vois pas un gros enthousiasme. On lit Elon Musk ? Point d'interrogation. Oui. Non. Je ne sais pas.
Et let's go. C'est parti de sondage, vous l'avez dans le chat normalement. Ok. Ça va être le bordel dans sa tête, écrit ZFR. En vrai intéressant vu le personnage. Je l'aimais bien avant, dit Cédric. Ultra-libéral penchant, eugénisme. C'est dur à dire ça. Ultra-libéral pendant eugénisme. Je l'ai lu ça dans le chat, merci beaucoup. C'est Jean Tigre qui l'écrit. Franchement, BLC. BLC, c'est quoi? C'est un libertaire, on va en parler. Ou pas. Samuel Etienne, tu consommes combien de stabilo par an? Beaucoup. Comment ça, un gros communiste? Comment ça? Allez, voyons les résultats de ce sondage. Qu'est-ce que ça donne? Et attention, le suspense est intolérable. Eh bien, c'est non. Ah non, c'est oui. Je me suis trompé de ligne. Ah bah, c'est oui, hein, c'est majoritaire. Hein. Hop là! Ça risque pas de changer beaucoup parce que le oui de yes, ça c'est imitation de Raffarin, vieille imitation de yes, needs the no to win against the no. Jean-Pierre Raffarin, il y a très très longtemps. Je crois que c'était sur le référendum sur l'Europe, je sais plus. The yes needs the no to win against the no. Je crois que c'était ça. 62% de oui, on lit Elon Musk et 31% de non, je ne sais pas, 7%. On y va, c'est parti, Elon Musk. Votez Raffarin, non, votez Samuel Etienne, présidentielle 2027, candidature surprise, lancée 6 mois avant, on gagne et on dirige la France ensemble, tous ceux qui sont là ce matin. Elon Musk, l'ovni politique devenu champion des conservateurs, c'est parti. Sorti des secteurs de la haute technologie et de la finance, où il imposait ses vues souvent révolutionnaires, Musk est difficile aujourd'hui à cerner politiquement. Personnage complexe, il fascine autant qu'il irrite, et il est parfois cynique, tout en étant capable d'idéalisme. Ses prises de position, notamment anti-woke, ont fait de lui, écrit Le Figaro, un héros de la droite américaine, bien qu'il se distingue d'elle sur de nombreux sujets. En fait, on va essayer de le faire entrer dans une case et on va se rendre compte que c'est assez compliqué de le faire entrer dans une case. Elon Musk, il rentre surtout dans la case Elon Musk. Elon Musk est devenu le nouveau champion des conservateurs américains, écrit Le Figaro, après avoir transformé l'industrie automobile et la conquête spatiale. L'entrepreneur multimilliardaire californien a retrouvé dans la politique un nouveau terrain où déployer son inépuisable énergie et ses idées foisonnantes. C'est vrai qu'il a plutôt la pêche. Depuis son rachat de Twitter, dont il a promis de faire une place numérique publique et mondiale, son aura n'a cessé de grandir à droite, alors qu'il est simultanément attiré l'hostilité de la gauche. Les conservateurs saluent en particulier son engagement pour la liberté d'expression et contre la censure dans un monde numérique généralement dominé par les nouvelles orthodoxies de la gauche américaine. Musk dénonce en effet volontiers cette nouvelle doxa, le virus woke doit être vaincu ou plus rien n'a d'importance, répète-t-il régulièrement sur Twitter. C'est Musk qui parle. L'une de ses premières décisions à la tête de Twitter a été de rétablir le compte de Donald Trump, suspendu après l'assaut contre le Capitole en janvier 2021. L'ancien président, depuis d'ailleurs, est resté sur son propre réseau social, Truth Social, mais Musk a repris en partie son rôle de perturbateur, ne se laissant impressionner par personne, goûtant les polémiques, polémique de Twitter. Professant le même mépris que Trump pour les médias traditionnels, Musk est devenu le nouveau franc-tireur de la pensée, ridiculisant ses adversaires en quelques tweets, démontant les idées reçues, révélant l'hypocrisie des progressistes et les réflexes totalitaires de la gauche woke, c'est ce qu'écrit Le Figaro. En démantelant la politique de modération de Twitter, la modération sur Twitter n'était pas très présente avant, on va dire qu'aujourd'hui elle est quasiment inexistante. Selon lui, de gauche, oublions un peu comment la plateforme avait servi jusqu'au bout d'ailleurs l'aventure politique de Trump, Musk a ramené les voix conservatrices sur le site. Tucker Carlson, présentateur vedette de Fox News, qui a été viré sans préavis ni explication par la chaîne, a annoncé qu'il allait reprendre ses émissions sur Twitter, écrit Le Figaro. Son style reste pourtant bien différent de celui de Trump, je vais vous lire, plus potache, moins vindicatif, souvent imprévisible, tu m'étonnes, curieux, aimant les débats, Musk organise des sondages, se lançant parfois dans des échanges avec des inconnus, aimant donner son avis sur des questions variées allant de l'avenir de l'humanité à la prochaine élection, ses prises de position contre les politiques de confinement du Covid, la domination morale de la gauche ou celle du New York Times, ou bien pour se moquer sur la vogue des prénoms transgenres, ce qui le rapproche souvent de la
droite. En apparence, son évolution idéologique ressemble à une trajectoire relativement classique. Bon, on voit qu'on est un peu dans le Figaro quand même là. Je cite, son évolution idéologique ressemble à une trajectoire relativement classique, partant d'un progressisme de jeunesse, se transformant avec la maturité en conservatisme. On est dans le Figaro aussi, qui considère que c'est normal d'être un peu progressiste quand vous êtes jeune, le cœur, tout ça. Et puis, d'aller vers, quand on est mature, quand on gagne en maturité, vers le conservatisme. C'est le Figaro. C'est le Figaro. La réalité est plus complexe. Venu de l'univers de la haute technologie californienne, Musk n'a jamais nié son tropisme libertarien, vous en parliez dans le chat, se présentant lui-même comme socialement libéral et fiscalement conservateur. Pour être clair, a-t-il dit notamment, je soutiens l'aile gauche du Parti républicain et l'aile droite du Parti démocrate. Il a longtemps soutenu le Parti démocrate, il a contribué à la campagne d'Obama. Votant à contre-cœur, a-t-il dit à l'époque, pour Biden plutôt que pour Trump. Donc c'est intéressant parce qu'on le classe à droite et puis en fait il soutient Obama, il a voté pour Biden. Musk affirme avoir moins évolué vers la droite que vu la gauche se radicaliser, s'éloigner de lui, c'est ce qu'il dit, s'éloigner de ses positions centristes, allant jusqu'à annoncer en 2022 son changement de camp avant les élections de mi-mandat. Dans le passé, j'ai voté démocrate, a-t-il récemment dit, parce qu'ils étaient le plus souvent le parti de la bonté. Mais ils sont devenus le parti de la division et de la haine. Je ne peux donc plus les soutenir et je voterai désormais républicain. Musk l'a depuis confirmé, ma préférence pour la présidence en 2024 va à quelqu'un de raisonnable et de centriste. J'espère que ce soit le cas pour Biden, mais j'ai été déçu jusqu'à présent. Sorti des secteurs de la haute technologie et de la finance, où il a imposé ses vues souvent révolutionnaires, Musk est surtout difficile à cerner politiquement, bon, on commence à le comprendre. Personnage complexe, fascinant autant qu'il irrite, aimant la contradiction, parfois cynique mais capable d'idéalisme aussi, aimant parler de l'avenir tout en sachant se montrer quand nécessaire très terre à terre, notamment sur les questions d'argent. L'un des fils conducteurs de ses positions est d'être rarement incompatible avec ses propres intérêts. Le changement climatique, par exemple, est pour lui la plus grande menace à laquelle l'humanité est confrontée, ce que rejette pourtant une partie des républicains. En 2017, il avait quitté avec fracas le groupe d'entrepreneurs recrutés par Trump pour le conseiller en protestation contre la décision de retirer les États-Unis de l'accord sur le climat. Donc, par exemple, sur l'environnement, il semble avoir des convictions. Sur l'immigration, Musk s'oppose régulièrement aux politiques de restriction des républicains. Donc il n'est pas sur une ligne dure anti-immigration, déclarant notamment « Nous devons laisser entrer quiconque veut travailler aux États-Unis ». Musk dit « C'est une évidence ». Il ne partage pas non plus la méfiance traditionnelle des conservateurs américains pour l'État fédéral. Même s'il critique fréquemment les subventions publiques, ses propres entreprises ont bénéficié de milliards de dollars d'allègements fiscaux. Il se rapproche en revanche du Parti républicain sur la fiscalité, critique volontiers les projets démocrates de taxer les milliardaires pour financer leur programme de dépenses locales. Le Figaro nous a un peu expliqué que ses convictions étaient quand même rarement éloignées de ses propres intérêts. Pimbojet, je n'avais pas vu, merci beaucoup pour le 15e mois d'abonnement. Fin de l'article. Ses relations avec Trump sont complexes, mélange de fascination et d'agacement mutuel. Trump tantôt salue Musk comme un génie, tantôt le dénonce comme un hypocrite. Votre avis ? Quelqu'un pourrait-il me dire s'il a parlé de Nicolas Sarkozy ? On a commencé le stream avec ça à Nescafé, sauf que j'ai dû cut ce stream et supprimer le replay parce qu'en fait, mon dernier petit garçon a passé sa tête. On l'a vu une seconde ou deux, ça a été clippé par des gens. Et donc j'ai dû supprimer le replay. Et donc tu ne pourras pas voir le replay sur Sarkozy, mais on en a parlé. Des convictions dictées par des intérêts, estime Jadot. En gros, il vote pour ses intérêts business, écrit le Rage Max. Et vous êtes plusieurs à dire à propos de ses positions sur l'immigration. Artus 27, immigration égale main-d'œuvre pas chère pour lui, logique. Et Blacky Nounours, venez bosser dans mes usines pour 4 € de l'heure.
les amis, je suis un petit peu triste. Parce que c'est le dernier article qu'on va lire ensemble et qu'on va donc doucement se rapprocher des 4 heures de stream ce matin. C'est n'importe quoi, ce n'est pas très raisonnable. Je prends le cahier Le Figaro et vous, qui est le cahier un petit peu art de vivre, culture du Figaro, qui en vrai est assez... qui est bien fait, qui est un des trucs que j'aime bien lire, avec un petit papier sur un documentaire qui a l'air très fort, sinon très touchant, ce soir, sur France 2 à 22h45. Quand je dis c'est mon dernier article, pour répondre à Stone 2, c'est pas le dernier article pour toujours, c'est le dernier article pour aujourd'hui. Voilà. C'est un documentaire qui est diffusé sur France 2 et le Figaro a eu un petit coup de cœur. Voilà, le voici. La vie devant elle, l'exil à hauteur d'adolescente. Dans ce formidable documentaire, donc le Figaro manifestement a aimé, orchestré par Manon Loiseau, qui est une journaliste que je connais, une jeune Afghane de 14 ans, contrainte de fuir son pays, raconte avec pudeur et poésie en se filmant elle-même, en filmant sa douloureuse histoire. Magnifique documentaire, donc La vie devant elle, ce soir sur France 2, de Manon Loiseau, co-signé par cette jeune réfugiée afghane, qui s'appelle Ella. Ella, c'est un regard sur le monde, sur son monde dévasté par la guerre. Rappelons qu'elle vient d'Afghanistan, une enfance en lambeaux qu'elle tente de recoudre du haut de ses 14 ans avec sa petite caméra offerte par une association. La dureté de l'exil, raconte-t-elle d'abord, le camp grec de Moria, qui à un moment s'est retrouvé en flammes, la route, toujours la route, c'est comme si on avait construit l'enfer sur terre, lui confie à un moment son papa dans le document. Mais cet enfer, Ella, cette jeune femme et cette jeune fille, elle a 14 ans, le transforme en paradis, malgré les colonnes d'exilés condamnés à l'errance, malgré les bagages tirés sur des chariots, malgré les murs aussi menaçants que la guerre qu'ils ont fui en famille. Quand je tiens la caméra, raconte-t-elle, j'ai l'impression que je peux tout surmonter. La caméra fait disparaître tous mes chagrins. Et là, ce film en selfie commente son odyssée, mais le plus souvent, c'est ce qu'elle préfère d'ailleurs, raconte Manon Loiseau au Figaro, elle ouvre grand les yeux sur ce que lui offre la vie. Pigeons en plein vol, manteau de neige blanc déployé sur la table, vagues d'épis de blé sous les rafales de vent, dans son regard tout devient poésie. Elle a aussi cette oreille attentive à laquelle les amis se confient tout au long du périple. Cette copine qui console, celle qui rassure les plus âgés, cette maturité d'une jeune femme, d'une jeune fille de 14 ans, est exemplaire, elle force l'admiration, écrit le Figaro. Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir, disait la grande romancière noire américaine Maya Angelou, figure charismatique des femmes et des opprimés. Petit à petit, les souvenirs remontent dans le documentaire la fuite de Kaboul en 2018 avant la reprise du pouvoir par les talibans, vous vous souvenez, en août 2021, les femmes de nouveau interdites de conduire, d'étudier, de travailler les montagnes escarpées de la frontière afghano-iranienne avant d'arriver en Turquie, le bateau de migrants évitant de justesse le naufrage, tu vois les vagues autour du bateau et ce bateau qui voulait nous faire couler aussi. Fin de l'article, on va essayer de voir si on trouve une petite bande-annonce. Un documentaire puissant, à hauteur d'enfant, sur l'exil, sur la joie d'être au monde, ce monde qu'on fuit et qu'on réinvente lorsqu'on fait le choix de la vie contre la mort. C'est intéressant, mais c'est dans le Figaro qu'on trouve ce rappel que la plupart des migrants qui quittent leur pays ne le font pas de gaieté de cœur, mais tout simplement dans l'espoir d'une vie meilleure, parce que chez eux, c'est invivable pour des raisons politiques, pour des raisons de droit, pour des raisons de violence ou pour des raisons économiques. Est-ce qu'on va trouver une petite bande-annonce? Donc ça s'appelle La vie devant elle, de ce documentaire sur France 2. Alors, devant elle, documentaire. Est-ce que je vais trouver ça? Vidéo? Oui. Est-ce que c'est une bande-annonce, ça? Donc Manon Loiseau, c'est cette journaliste que vous voyez ici, que j'ai croisée dans des rédactions,
Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est le trailer, super. Oh, la chance, on l'a, ok, on l'a. Ok, on l'a. Ah, j'ai pas le mode d'écran, le grand écran n'est pas disponible. Ah, c'est petit quand même. Attendez, je vais essayer de le trouver sur YouTube. Ouais, ici. J'ai l'impression que c'est le même. Non. Ah, on l'a, super. On regarde? Waouh. Ok. Waouh. Ok. La vie devant elle, documentaire, ce soir, 22h45 sur France 2. Voilà. Et donc, en bas à droite, il y avait un petit logo. Et manifestement, c'est la Fédération internationale des droits de l'homme qui semble être l'ONG qui a prêté cette caméra, en fait, à cette jeune fille. Voilà. La vie devant elle, 22h45 sur France 2. MMGCTF écrit dans le chat: a-t-on besoin de dire quelque chose? Je crois que non. Exactement. Et j'ai envie de terminer ce stream là-dessus. Ou plutôt sur un raid. Bien sûr, Ordinateur à Raid vient ici. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain matin pour un autre stream de revue de presse, qu'on va se retrouver vendredi aussi dans l'hebdo Étienne, avec Carole Quinten, la youtubeuse, la streameuse passionnée de jeux vidéo, avec Zora Benmiloud, mon ami de France Info du matin qui revient, avec l'ami Monsieur Poulpe, avec l'ami Jiraya. On va se régaler. On s'est régalé nous aussi, je crois. Il y a un stream dans un musée qui arrive dans 10 jours aussi. Et puis là, on va faire un petit raid. Proposez-moi maintenant dans le chat des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement, vers qui on pourra faire un petit raid de soutien pour soutenir un créateur de contenu, plutôt quelqu'un qui n'a pas trop de viewers. Je vous mets une mini pause de 2 minutes avec de la musique et dans 2 minutes on raid tous ensemble. Restez, parce que je trouve que c'est toujours des moments sympas et importants, notamment pour les gens qu'on raid, parce que parfois ça permet un petit peu de les soutenir, de les aider. Hop, on y est. À tout de suite. Je lis vos propositions.
trouvé, merci, c'était difficile de choisir parce qu'il y avait plein de propositions pertinentes de streamers, de streameuses, de gens que j'aime bien. Et c'est choisi. Hop, je charge le raid. Je vous retrouve demain matin pour une revue de presse. Merci pour le soutien, pour l'attention, pour la passion du débat, de l'actualité, de l'échange entre gens de bonne compagnie, capables d'entendre que les autres ne sont pas d'accord avec vous, mais d'avoir envie d'échanger en direct. Pour ceux qui se perdent en cours de raid, on raid Lyncus, L-Y-N-K-U-S. Le raid, 3 secondes. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Merci pour ce matin. Je vous dis à demain matin. Lyncus, c'est parti.